c'est le quatrième déjà atelier job coaching. On en a fait 3 auparavant. On suit un peu le cycle, je dirais, d'une procédure de recrutement classique. On va le voir. Ça, c'est l'agenda d'aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? On va parler de compétences parce que le fait des tests et un assessment mesure des capacités ou des compétences. On va voir ce que c'est tout d'abord. Et puis, on parlera deuxièmement de tests de raisonnement. On parlera de tests de personnalité et de motivation. On parlera d'entretien structuré. Et on parlera aussi de mise en situation. Alors, tout ça, vous connaissez un peu le cadre général, c'est un processus de recrutement. Donc, rapidement, on se remet ça en tête. Un processus de recrutement, ça démarre par, bon, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le domaine des ressources humaines aussi, donc ça vous parle. On commence par un côté sourcing, c'est-à-dire on met une annonce et on prend quelques contacts. Hein, si c'est des contacts directs, c'est une approche directe. Donc, sourcing, c'est la partie plutôt recrutement. Et puis, il y a une présélection sur CV ou entretien téléphonique, screening. Et puis, on passe dans la phase de sélection, c'est-à-dire les entretiens, soit avec les ressources humaines, le recruteur ou avec le manager. Et il y a parfois aussi, à ce stade, avant l'entretien, certaines entreprises envoient déjà certains tests, personnalité ou raisonnement. Avant l'entretien, vous ayez un entretien vraiment avec le recruteur ou le manager. Donc ça, c'est possible. Toutes ne le font pas, mais c'est possible. Et puis, il y a la phase à ce moment-là, après l'entretien, d'évaluation, où là, de fait, souvent, pas toujours, souvent, vous pouvez avoir, à ce moment-là, vraiment, l'entreprise va approfondir votre profil en vous faisant passer soit des tests de raisonnement, des tests de personnalité, des jeux de rôle, etc. On verra par la suite dans l'atelier. Et puis, si, je dirais, cette étape est réussie, à ce moment-là, vous éventuellement rencontrez encore quelqu'un au niveau direction, si quelqu'un de la direction souhaite valider, et vous recevez à ce moment-là une offre, et vous la signez si vous êtes intéressé par les conditions. Et puis, il y a la dernière partie qui est la partie onboarding, qu'on abordera d'ailleurs la semaine prochaine, mardi, qui concerne tout ce qui est l'accueil, l'intégration de la personne dans son nouvel environnement. Voilà. Les compétences. Oui. Cette image pour vous dire simplement que on regarde systématiquement, en tout cas un bon recruteur, une entreprise qui travaille correctement, va d'abord définir les compétences qui sont utiles pour le job que vous allez faire. Et en fonction de ça, va définir un programme avec différentes épreuves. Et donc, on retrouve certains types d'épreuves, mais les épreuves dépendent du travail et du job auquel vous postulez. Voilà. Donc, il n'y a pas a priori deux assessments identiques. Et en tout cas, dans les différentes épreuves, on regardera certaines compétences plus que d'autres en fonction du rôle. Évidemment, quelqu'un qui est un analyste programmeur au niveau informatique qui va passer le plus clair de son temps à programmer, je dirais, seul devant sa bécane, n'a pas besoin des mêmes compétences que le commercial qui va devoir initier des contacts et être tout le temps sur la route avec énormément d'aspects de négociation, etc. Bon, c'est évident. Alors, justement, quand on parle de compétences, on parle aussi de performance. Globalement, sur la gauche, hein, vous voyez, les compétences, c'est le concept que vous connaissez. Il y a des savoirs, hein, du savoir-être, du savoir tout d'abord, pardon, avec tout ce qui est connaissance, hein, knowledge. Puis il y a du savoir-faire, c'est la mise en pratique hein, de ces connaissances. Et puis ce qu'on appelle le savoir-être, les attitudes, valeurs, croyances, etc. Bon, ces compétences, en fait, vous allez les exprimer via des comportements, via des actions, via des paroles, des gestes, enfin, quelque chose qui est observable, et ça dans un certain contexte, dans un certain environnement. Le principe de vous l'exprimer évidemment dans l'entreprise, mais au niveau de l'assessment, on va créer une sorte d'étude de cas où on va vous créer un environnement fictif où vous allez pouvoir exprimer, je dirais, des actions, des propositions, vous allez pouvoir et des paroles, des présentations. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est les compétences qui, dans un certain contexte, à droite, s'expriment par certains comportements. Et justement, l'assessment en particulier va observer justement ces comportements-là dans un environnement fictif, mais qui ressemble
à l'environnement que vous allez rencontrer dans le job auquel vous postulez. Et c'est ça justement c'est cette étude, cette observation de ces comportements qui va permettre à l'entreprise de prédire le succès que vous pourrez avoir dans le job final. Alors, en termes de compétences, quelles sont les compétences? Je vais vous présenter ici le modèle de compétences de Hudson, mais sachez qu'il y a des modèles de compétences très différents. Globalement, voilà, la segmentation est différente, la présentation est différente, mais globalement, on tourne toujours autour des mêmes compétences. Première chose, et c'est assez logique, hein, imaginez que par exemple vous commencez un nouveau travail, vous commencez un nouveau job, vous commencez un nouveau stage, etc. La première chose que vous allez faire, avant tout, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, hein, Aziz, quelles sont les données, quels sont les liens entre les choses, qui fait quoi, etc. Vous allez essayer de comprendre aussi le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous demande, quel est le but de votre projet, de votre travail, de votre job. Et la différence entre les deux va faire en sorte que vous allez à ce moment-là passer à l'action. Vous avez bien compris la situation et ce qu'on vous demande. Pour passer à l'action en prenant des décisions. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, A, B, C, etc. Et vous allez gérer à ce moment-là aussi des ressources. Et les ressources dont on dispose le plus souvent sont le temps, hein, donc c'est tout ce qui est planification. On a parfois aussi des ressources matérielles, des ressources matérielles techniques ou des ressources financières, et aussi des ressources humaines sous forme évidemment de compétences hommes-femmes. On ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe, donc parfois aussi vous allez devoir gérer dans certaines fonctions une équipe. C'est-à-dire diriger une équipe, donner la direction, motiver les collaborateurs ou développer aussi les compétences de l'équipe. On ne travaille pas, alors vous allez me dire, je n'ai pas nécessairement une équipe, parfois, mais on a aussi des relations avec les autres départements, les autres collègues, que ce soit aussi des relations à l'extérieur. Et dernier aspect, on doit aussi se gérer soi-même. On a aussi des propres qualités qui ne sont pas des qualités, je dirais, en relation avec les autres. Par exemple, tout ce qui est résilience, persévérance, gestion du stress, orientation résultat, etc., etc. Pour résumer, je dirais, il y a 5 grands domaines. D'abord, la compréhension, donc comprendre, vous faire une bonne vue, avoir une bonne vue de la situation, de ce qui est demandé. Deuxième chose, de passer à l'action. Comprendre les choses sans agir, ça ne sert pas à grand-chose, mais agir sans comprendre, c'est parfois dangereux aussi. Donc, il vaut mieux avoir les deux. D'abord, compréhension, vision, et puis action, organisation. Et puis, avoir de l'impact au niveau des collègues, d'une équipe. Et puis, se connecter justement avec, que ce soit en interne ou en externe. C'est ce qu'on appellera les relations interpersonnelles. Et puis, avoir un drive, je dirais, personnel. Voilà. Ça, c'est, je dirais, les grandes compétences qui sont mesurées par, que ce soit des tests ou par des épreuves de mise en situation et d'assessment, on le verra. On n'oublie pas les compétences techniques. Et ça, c'est un point important parce qu'a priori, les compétences techniques ne sont pas mesurées par un assessment center. Même si vous avez parfois des tests, et on le verra, d'aptitudes, sur des aptitudes techniques ou des aptitudes spatiales ou des aptitudes administratives, ça reste c'est une exception, ça reste des tests. Les autres se focalisent essentiellement sur votre personnalité, votre motivation, vos compétences et donc ce qu'on appellera les soft skills. Les compétences techniques seront abordées, si elles sont abordées, souvent dans un entretien avec le management et à ce moment-là dans l'entreprise par certains tests techniques ou certaines questions de type technique. Mais donc, retenez bien que l'Assessment Center ne mesure pas les compétences techniques, on vous met dans un environnement neutre et c'est les soft skills qui sont évalués. Alors, je parlais de... Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qui vient avec son Viagra? Mais je ne vois pas la tête de tout le monde. Je vois juste la tête de Margot pour l'instant, qui sourit, ça va, ça me rassure. Donc, pourquoi je vous parle de Viagra maintenant? Parce que, en fait, l'assessment et les tests, globalement, vont évaluer une corrélation entre ce qui est observé dans le test ou dans les exercices, dans les mises en situation, dans le but de
prédire le succès que vous aurez dans le job. Et pourquoi les entreprises utilisent notamment l'Assessment Center? Parce que de fait, il y a un bon niveau de prédictivité entre certains tests, certains assessments et le succès dans l'entreprise. Donc, voilà, c'est un peu comme si vous postuliez pour être, je ne sais pas, plongeur en haute mer. Vous n'avez pas encore cette expérience-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si vous êtes un bon plongeur en haute mer? Je ne sais pas, souder sur des plateformes pétrolières à 50 mètres sous l'eau. Bon, on peut évidemment vous amener sur place dans un bateau et vous faire un test. Ça peut être dangereux si vous n'êtes pas très, très compétent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer quelque part une piscine dans laquelle on va mettre un remous pour simuler des vagues. Et puis, on va voir comment vous vous débrouillez. Voilà, ça, c'est un peu le principe de l'assessment. Donc, c'est un environnement virtuel qui est sans danger, mais qui simule quelque part un environnement réel, mais encore une fois, sans les dangers, mais avec une bonne corrélation. Donc, question, quel est pour vous pensez-vous quelle est la corrélation entre le fait d'utiliser, de prendre une pilule de Viagra et avoir une performance sexuelle accrue? 0, aucune corrélation, pur hasard. 1, corrélation parfaite. À votre avis? Vous pouvez répondre même si vous n'utilisez pas, parce que vous répondez qu'automatiquement vous êtes... Imaginez, c'est quoi? Margot, est-ce que tu vois des réponses? Est-ce que quelqu'un ose se lancer? Quoi? Camilla propose 0,15. 0,15. Elle n'a pas forte croyance dans le Viagra. Pas beaucoup dans le Viagra. D'autres? Pour une fois, je ne demande pas de parler d'expérience personnelle. Une autre réponse? Une autre proposition? 0, aucune corrélation. 1, corrélation parfaite, à votre avis? Margot, une idée? Je dirais au moins la moitié. Enfin, on en parle quand même souvent du Viagra, c'est que ça doit être au moins efficace. Ouais, bien vu. Donc, ouais, 0,5? Disons une chance sur 2. Plus? 0,5. 0,5. Alors, la réponse est 0,38. Bon, pas de commentaire. Ouais, pas terrible quand même, pour quelque chose qui est aussi réputé. Bon. Deuxième exemple, quelle est la corrélation, et là, bon, je reviens un peu dans mon domaine, entre les résultats obtenus lors d'un assessment center et la performance au travail? 0, vous avez compris, aucune corrélation, bah, autant pas le faire. 1, si quelqu'un réussit un assessment, automatiquement, il réussit dans le job pour lequel il postule. Alors, qu'en pensez-vous? 0, 1, 0,5? 0,7 dans le chat. 0,7. Oui, je vois aussi. Camilla, 0,15, c'était pour le Viagra. Camilla, pour l'assessment, tu crois que c'est mieux que le Viagra ou pas? 0,84. Comment? 0,84. 0,84. En tout cas, elle l'espère. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace entre du Viagra qu'un assessment center, c'est ça? Avec le Viagra en référence. Oui, je crois que c'est plus, voilà, on prédit mieux à travers un assessment qu'avec l'utilisation du Viagra. Et j'espère que c'est mieux l'assessment. Absolument. La question est, mais ça, ce sera pour un prochain atelier, est-ce qu'on peut combiner les deux? Soit, je rigole. On pourra encore avoir une meilleure corrélation. 0,68, un assessment center. Voilà, donc c'est mieux que la corrélation du Viagra, mais c'est pas 1 non plus. Bon, on reste quand même dans des sciences humaines aussi, mais c'est pas mal, 0,68 de corrélation. Et en fait, pourquoi c'est 0,68? En fait, vous avez ici, je vous ai pris un graphe, comme vous êtes aussi dans les ressources humaines, je pense que
bon, peut-être intéressant comme données à voir. Vous avez en axe vertical la validité, plus ou moins valide, et aussi en axe horizontal, le coût, évidemment, parce que tout ça a un coût. Et donc, vous voyez que, pour en faire un débat, mais la graphologie, par exemple, a une validité très faible, mais coûte pas grand-chose. Un entretien, qui est un entretien que l'on fait le plus souvent hein, dans le procédure de recrutement, entretien général, pas terrible. Questionnaire de personnalité, déjà un peu plus. Test de raisonnement, déjà un peu plus. L'entretien structuré qu'on va voir ici un peu plus tard, déjà un peu plus. Et l'assessment center, encore plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il cumule, je dirais, toutes les épreuves qu'on a mentionnées ici en dessous, sauf la graphologie. La graphologie n'est pas du tout d'actualité et d'ailleurs de moins en moins souvent, et fort heureusement d'ailleurs, utilisée. Soit. Donc l'assessment center cumule différentes approches. C'est pour ça qu'on appelle ça un center, un centre d'assessment qui regroupe différentes approches, différents questionnaires. Mieux encore, il y a la période d'essai, évidemment, parce que là, on n'est plus dans un environnement fictif, on est dans un environnement réel. Bon, maintenant, on ne va pas non plus engager tous les candidats ou 10 candidats pour voir comment ils se comportent sur le lieu de travail, parce que bon, ce n'est pas très sympa non plus pour ceux qui ne seraient pas retenus. Et deuxièmement, ça coûterait évidemment aussi très cher. Bon. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur les compétences et sur un peu la validité des assessment centers avant qu'on ne passe au deuxième point qui est les tests de raisonnement? Je reviens un petit peu en live. Je me tourne vers Margot ou vers vous. Si vous avez envie de poser une question, c'est le moment par rapport à cet aspect-là. Vous pouvez ouvrir votre micro ou lever la main. Rien à ce stade? Non, c'est clair? OK. Continuons. Test de raisonnement. Bon. Il y a différents tests de raisonnement. Ceux que vous allez retrouver le plus souvent sont en fait des tests de raisonnement soit abstraits, soit numériques, soit verbaux. Ouais. Soit les trois, soit 1, 2 ou 1 ou 2. Donc, pas toujours les trois systématiquement. Très important, ça ne mesure pas l'intelligence, ce n'est pas une mesure de QI, mais ça mesure chaque fois une capacité de raisonnement sur une des dimensions et on va avoir les trois plus courants. C'est souvent des tests qui sont faits via ordinateur chronométré, qui se complètent donc en ligne et où en fait on mesure en même temps votre précision, l'exactitude de vos réponses, mais en même temps la vitesse. Et puis, on compare vos scores par rapport au score d'un échantillon, d'une population de référence, qui soit une population avec le même type d'études, soit une population par rapport à un type de fonctions commerciaux, cadres, management, etc. Et aussi par rapport à un pays. Donc, tous ces tests sont normés. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici, ce n'est pas important, mais donc, il y a ces tests sont normés par rapport à des populations spécifiques et on vous compare par rapport à une population. On vous dit par exemple, tiens, vous êtes dans le percentile 50, ça veut dire que vous êtes pile poil au milieu, qu'il y a 50% qui ont fait mieux, 50% moins bien, soit vous êtes dans le percentile 80 et 20% qui ont fait mieux, 80 moins bien, vous avez compris. Parlons du raisonnement abstrait. Je vais directement vous donner un exemple. Raisonnement abstrait, en fait, ce questionnaire mesure la capacité à voir des liens entre les éléments, à les comprendre et à les appliquer à une autre situation. Ce qu'on appelle aussi parfois le raisonnement inductif. Donc, voilà un peu comment ça peut se présenter. Vous avez ici donc sur la gauche des figures de base et donc vous voyez que vous avez un cercle qui, lorsqu'on applique la touche F3 et F5, donne
un petit carré noir. Quand vous avez un rond noir et que vous appliquez la touche F4, vous avez un grand rond noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexagone. Quand vous appliquez la touche F5, l'hexagone noir devient transparent. Question. Quand vous avez un grand hexagone noir et que vous appliquez la touche F4, que se passe-t-il? Choix multiples. Soit A, soit B, soit C, soit D, soit E. Est-ce que mon exemple vous inspire? Est-ce qu'il y a des propositions? Je vois B apparaître. Je vois un deuxième B apparaître. E, C. Bon, décodons ça ensemble. Alors, vous voyez que la touche F5, en fait, change la couleur, vu que ici, la forme reste petite, reste identique et reste petite. Et donc, la seule chose que la touche F5 fait, c'est changer la couleur. On voit que, ici, dans l'exemple 1, on a la touche de fait F5, et on voit que la couleur a de fait changé, mais en plus, il y a la touche F3 qui a changé quoi? La forme. On est passé d'un rond vers un carré. Donc, voilà, on arrive à voir quel est évidemment l'impact et l'effet de chaque touche. Et la touche F4, on voit qu'elle change la taille. Donc, hop, voilà, la réponse, voilà, la bonne réponse ici était la réponse B, j'avais raté cet aspect-là. Voilà. Où de fait, vous voyez que la couleur est restée identique, la forme est restée identique. En fait, la touche F4 change uniquement la taille. Donc, d'un grand hexagone noir, on est passé à un petit hexagone noir. Voilà, aussi simple que ça. Un deuxième exercice pour la route. La première ligne, la deuxième ligne, je vous la laisse regarder. La troisième ligne. Et la question est, avec un petit carré noir, en appliquant la touche 1 et la touche 2, qu'est-ce que ça donne? À votre avis? E? L'autre? E aussi. Bon, on va tester ça. On voit que la touche 3 modifie la taille, pas la couleur et pas la forme. On voit que la touche 1 modifie la couleur. On voit donc que la touche 2 modifie la forme. Et donc, la bonne réponse, bravo, est E. OK? Puisqu'on a modifié en même temps la couleur et en même temps la forme, mais pas la taille. Voilà. Bravo à ceux qui avaient dit E et ceux qui l'ont pensé très fort. Donc ça, c'est les tests de raisonnement, raisonnement abstrait. Vous avez aussi des tests de raisonnement numérique, où globalement, vous en doutez bien, c'est le fait de manier des chiffres. Alors, ce ne sera pas des opérations compliquées mathématiques. Le plus souvent, ce sera des interprétations de graphes ou de tableaux. Par exemple, ici, vous avez un tableau avec le nombre d'heures prestées par les intérimaires les différentes années, et on vous demande combien d'heures les intérimaires ont-ils presté en moyenne
en 2000x-5 et 2000x-6 en millions. Et x-5, x-6, et donc en cœur, vous allez me répondre 80,5, et donc la moyenne évidemment entre les deux. Le dernier test le plus courant en matière de raisonnement, c'est le test verbal, où globalement, on va vous demander votre compréhension d'un texte. Alors ici, le texte est en anglais, mais vous l'avez dans votre langue maternelle, donc vous choisissez aussi la langue de vos tests le plus souvent quand on vous la propose. Si on vous le propose d'autorité, c'est dans votre langue maternelle. Parfois, on vous propose, si vous maîtrisez, vous avez plusieurs langues maternelles, on vous propose de choisir celle que vous souhaitez. Donc, vous l'auriez en français. L'idée, c'est de vous lisez un paragraphe et puis, quel est le sens de ce paragraphe A, B ou C. OK, on va pas faire l'exercice ici, mais vous avez compris. Avant de passer au test de personnalité et de motivation, même chose, petit retour vers le public. Est-ce que vous avez des questions sur les tests de raisonnement? Vous les maintenez, vous les gardez en tête pour tantôt. J'ai une petite question au niveau de... Tu parlais d'un échantillonnage. Donc, oui. on compare les réponses par rapport à un échantillonnage. Cet échantillonnage, il est simplement basé sur... J'imagine que Hudson, typiquement, collecte toutes ces données et ces résultats d'assessment. Et du coup, l'échantillonnage est toujours le plus récent possible, ou comment ça se passe? Oui, absolument. Donc, c'est alors les sociétés qui éditent des tests, Hudson en est une, mais il y en a d'autres, font de fait passer ces tests avant d'ailleurs de les éditer à toute une série de populations, un peu comme on fait d'ailleurs pour un médicament. Hein, on fait passer à différentes populations sous forme de tests, de préphase, et puis à ce moment-là, on a de fait des milliers de réponses, et chaque fois qu'une personne complexe par la suite un test, ces informations sont aussi reprises dans l'échantillon. Et donc, on peut comme ça comparer de fait les résultats en fonction de toute une série de critères, que ce soit géographique, que ce soit en fonction du type d'étude, que ce soit alors le plus souvent c'est géographique et avec le type d'étude par rapport au test de raisonnement. Ouais. Pas comparer évidemment des résultats de tests, par exemple aux États-Unis, avec des résultats de tests en Asie ou en Europe ou en Afrique. Donc voilà, on compare par rapport à une région bien précise, et souvent par rapport au test de raisonnement, on le compare par rapport à un niveau d'études, que ce soit un niveau secondaire, un niveau supérieur ou universitaire ou doctorant. Ok, merci. Je vois que dans le chat, il y a une question de Nathalie qui demande « Que se passe-t-il si on réussit l'un des tests, mais pas le deuxième ?» Alors, ça montre... alors, c'est quoi réussir, encore une fois, hein? Donc, rappelez-vous, le résultat, c'est sous forme, voilà, vous vous situez par rapport à la population de référence, où vous êtes au percentile, on va dire 70, en termes de global, où parfois on a aussi la division sous forme de précision et de rapidité. Donc, vous avez parfois plus vite en étant moins précis, ou moins vite en étant plus précis. Alors, l'idéal étant évidemment d'être rapide et précis en même temps, mais voilà, personne n'est parfait. Donc, ça veut simplement dire que, et ça c'est le cas souvent, on a tous des formes d'intelligence différentes. Tout le monde n'est pas, je dirais, au maximum au top des niveaux d'intelligence. Donc, on peut avoir des gens qui ont une intelligence abstraite forte, mais qui ont une intelligence verbale faible, ou une intelligence numérique moyenne. Voilà. Donc, bien évidemment, on mettra ça en relation par rapport à la fonction. Alors, je vais être très caricatural, hein, mais si on a de fait quelqu'un qui est un data analyst, il a intérêt quand même à avoir une bonne intelligence de type numérique. Par contre, son intelligence verbale sera relativement moins importante par rapport à la fonction. Donc, pas de souci si vous ratez, vous avez l'impression de rater,
D'ailleurs, j'aime pas le terme raté parce que souvent, et c'est mon expérience aussi, beaucoup de candidats par la suite disent, OK, oh, j'ai pas été excellent dans le test avec le numérique ou le verbal, j'ai vraiment pas été bon, etc. Et ils ont quand même un bon résultat. Encore une fois, vous êtes comparé par rapport à une population. Donc, c'est normal que vous disiez, tiens, j'ai pas été jusqu'au bout, par exemple, je n'ai pas fait beaucoup. C'est normal. Peut-être que la majorité de la population n'en fait pas beaucoup non plus. Hein, s'il y a 20 questions, peut-être que le percentile 70, il est à 10 questions remplies sur 20. Donc, si vous en avez fait 10 sur 20, ben, vous êtes, par exemple, je prends dans le percentile 70 quand même, si vous avez eu des bonnes réponses. Donc, pas de souci par rapport à ça. Ça montre simplement un peu le profil plutôt de votre intelligence, plutôt conceptuelle, dans certaines situations. Ça peut aider, dans d'autres situations, ça n'aide pas, plutôt verbal ou plutôt numérique. Ça répond à la question? Oui, merci. OK. Alors, donc, maintenant, passons au test de personnalité et de motivation. Test de personnalité, alors oui, ça c'est important de le dire. Dans les tests de raisonnement, évidemment, il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Ça c'est clair. Dans les tests de personnalité, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà. Donc, quoi que vous répondiez, ça va simplement un peu orienter votre profil de personnalité sur l'un ou l'autre critère, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais critères. Les gens qui sont, par exemple, très extravertis, est-ce que c'est positif? Pas nécessairement par rapport à quelqu'un qui est introverti. Même, je dirais, il y a des clichés qui tombent aujourd'hui. Hein. On disait souvent, tiens, des commerciaux doivent être extravertis, des managers ont intérêt à être plus extravertis, des personnalités, ben, pas du tout. On se rend compte qu'il y a des managers ou des commerciaux qui sont très introvertis et qui réussissent très, très bien. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement, ce sont des choix multiples où vous donnez vos préférences. Globalement, on vous dit, par exemple, tiens, je prends ici la première question. Je m'exprime avec aisance. Est-ce que vous pensez que vous êtes tout à fait d'accord avec ça? Vous mettez E. Vous n'êtes pas du tout d'accord ou entre les deux, vous mettez A. Donc, vous choisissez une option en fonction de ce que vous pensez, là, vous pensez vous situer. Certains tests vous poseront une deuxième question en disant, tiens, ici, vous avez donc 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5, hein, les différentes lignes. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je fais ça. Oui? Non? Vous ne voyez pas la flèche de ma souris? Non, on ne voit pas ta souris. Non? OK. Bon. Donc, vous avez ici les 5, sur la gauche, les 5 dernières, les 5 questions. Et puis, vous avez donc la colonne du milieu où on vous demande globalement pour chaque question de préciser A, B, C ou D ou E. Vous pourriez très bien répondre E à chaque, tout à fait d'accord à chaque question ou A à chaque question. Justement, pour quand même vous aider à être plus pondéré, nuancé, la deuxième colonne, donc la colonne 2 sur la droite, vous demande d'ordonner, c'est-à-dire de choisir pour chaque question un 1, un 2, un 3, un 4 ou un 5. Donc de ne pas mettre 2 fois un 1, 2 fois un 2. Ce qui donne une seconde indication avec un peu plus de nuances par rapport à vos questions. Ça évite aussi à certaines personnes qui auraient envie de, même si c'est naturel, de donner une bonne image d'elles, qui diraient, OK, qui essaieraient de ce qu'on appelle les irrégularité sociales, qui essaieraient d'influencer trop fortement les réponses. Donc, conseil à vous donner par rapport à ça, très simple. Répondez le plus vite possible et le plus naturellement possible. N'essayez pas, surtout pas, de voir, tiens, qu'est-ce qui serait... Ce qui est naturel, hein, de se demander, tiens, qu'est-ce que le recruteur ou qu'est-ce que le recruteur attend, qu'est-ce que l'entreprise attend de moi pour ce poste. Ça a peu d'intérêt, comme je l'expliquais tantôt. Soyez vous-même et répondez le plus naturellement, le plus directement comment possible. Alors, quand on parle de personnalité, souvent on fait référence au modèle Big Five qui met en évidence 5 grandes, je dirais, catégories et grands traits de personnalité. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vous enverrai aussi des informations par écrit via
via un post, plusieurs posts dans les prochains jours, où vous aurez également le détail. Mais sachez que, par exemple, une dimension, c'est ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle. Et donc là, globalement, vous vous situez sur une échelle qui va de la gauche, quelqu'un qui est très optimiste, qui a un tempérament imperturbable, toujours égal, d'humeur plutôt détendue et donc peu sensible au stress, jusque sur la droite, quelqu'un qui, de fait, sur cette dimension-là, est plus pessimiste, a moins le contrôle de ses réactions, est plus impulsif, donc ne prend pas de recul, est vite stressé, etc. Voilà. Donc ça, c'est une dimension sur laquelle, sur base de vos questions, de vos réponses aux questions, on va pouvoir vous situer de 0 globalement à gauche à 10 sur la droite. Donc, première dimension, stabilité émotionnelle. Deuxième dimension, c'est l'extraversion, j'en parlais tantôt. De la gauche, du plus extraverti, qui est dynamique, plutôt plus assertif, qui préfère la compagnie des autres, ou sur la droite, au plus réservé, indépendant, calme, qui préfère être seul et qui apprécie moins la compagnie des autres. Je vous donne chaque fois l'une ou l'autre image, j'espère que ça vous parle à certains. L'ouverture, à gauche, plutôt des personnes qui seront de fait ouvertes à la nouveauté, à des expériences, des idées, des aspects plus ou moins conventionnels, au changement, à la créativité, etc. À droite, plutôt des personnes plus conventionnelles, plus fermées par rapport à tout ce qui est nouveauté, donc plus classique, et donc avec des centres d'intérêt qui sont plus étroits. Autre dimension, l'altruisme. Sur la gauche, des personnes de fait qui sont très, très orientées vers les autres, qui donneraient leur vie aux autres, qui sont soucieuses des autres, orientées vers les autres. Et à droite, c'est des gens plus égocentrés, plus distants, plus compétitifs, moins coopératifs que les autres. Donc voilà, encore une autre dimension. Dernière dimension, conscience professionnelle. Soit quelqu'un avec une forte conscience professionnelle, c'est-à-dire persévérant, consciencieux, déterminé, organisé, fiable, etc. Et à droite, personne, je dirais, moins rigoureuse, moins déterminée, qui prend plus de liberté par rapport à tout ce qui est règles, normes, etc. Donc, qui peut à certains moments aussi manquer de rigueur et d'impact sur les résultats, comme c'est mentionné. Voilà. Évidemment, vous avez ici plusieurs images. Je ne sais pas si ça vous parle, j'imagine que oui, de la série Big Bang Theory. Voilà, donc ça c'était sur l'aspect personnalité. Donc voilà, ce qu'on peut retirer des tests de personnalité sur les 5 grandes dimensions. Mais et alors sur chaque dimension, il y a, je dirais, chaque fois des traits de personnalité plus spécifiques. Globalement, on a disons 5 domaines de personnalité avec chaque fois 5 ou 6 traits. Donc, on a une trentaine, je dirais, de traits de personnalité qui sont évalués par les questionnaires de personnalité. Encore une fois, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modèles qui se basent sur des modèles de personnalité différents aussi. Mais en tout cas, ça, c'est celui qu'utilise Hudson et il est souvent utilisé parce qu'il est réputé comme très valide. Deuxième chose, au niveau, on parlait des questions de personnalité et de motivation. Alors, on ne parle pas ici de motivation par rapport au job, donc votre intérêt pour travailler dans cette entreprise ou ce job-là. On parle ici plutôt de ce qui vous booste, donc de vos drivers, ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'énergie. Même chose, ce sont des questionnaires avec des choix multiples où on vous demande, par exemple, ce qui me motive, c'est la reconnaissance que je reçois quand je vais finir un travail ou c'est d'avancer dans ma carrière, etc., etc. Vous dites, OK, ça motive ou ça ne me motive pas. Voilà, même principe. Et on a, par exemple ici, un exemple des différents critères qui sont évalués en disant, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Est-ce que en bleu, c'est plutôt le contenu du travail, la créativité, l'expertise, le défi intellectuel?
Est-ce que c'est plutôt dans l'aspect organisation du travail, hein? Est-ce que c'est plutôt le fait d'entreprendre, d'être autonome dans le travail, de relever des défis? Est-ce que c'est plutôt le fait, en rouge, vers le bas, de diriger une équipe, de motiver, d'avoir de l'impact et d'être reconnu comme un chef, un responsable? Ou est-ce qu'en orange, c'est plutôt le côté relation avec les autres qui vous motive, avoir un bon climat de travail, se sentir respecté par les autres ou rendre service? Ou est-ce que ce sont en jaune, je dirais sur le haut à gauche, plutôt les aspects plus personnels de carrière, de work-life balance ou de rémunération? Et donc, vous avez comme ça un profil. Vous voyez ici, par exemple, que la personne, ce qui ressort, alors plus vous êtes évidemment vers l'extérieur de la sphère, plus le score est élevé, et donc plus ça motive, ça drive, ça donne de l'énergie à la personne. Ici, clairement, ce qui donne de l'énergie à la personne, c'est de pouvoir continuer à développer son expertise, d'apprendre de nouvelles choses, de rendre service aux autres et de travailler dans un bon climat de travail. On voit aussi des aspects qui donnent moins d'énergie, donc qui sont quelque part même qui coûtent parfois de l'énergie. Donc ici, on a l'exemple dans le bleu, hein, on voit tout en haut que développer son expertise, est un expert. Pour cette personne, ça donne beaucoup d'énergie. Par contre, relever des défis de type plus stratégique, plus globaux, la personne dit non, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis plutôt un profil, alors on ne va pas ici catégoriser trop les gens, mais typiquement, une conclusion pourrait être à valider avec d'autres aspects, mais c'est plutôt une personne qui veut être pointue et experte dans un domaine très précis, plutôt que d'avoir une vue globale et stratégique sur les choses. Voilà, c'est des informations qui sont intéressantes à savoir aussi en termes à avoir pour voir le fit aussi avec un job. Sachant que quand vous avez un critère, par exemple, qui est présent dans la fonction, par exemple les contacts avec les autres, mais tiens, moi j'ai besoin d'être vraiment en contact avec les autres, si c'est présent dans la fonction pour laquelle vous postulez et que c'est important pour vous, ça va vous donner de l'énergie. Par contre, si c'est important pour vous, mais ça n'est pas dans la fonction. Par exemple, c'est une fonction très autonome, vous êtes tout seul à travailler, ça va au quotidien vous coûter de l'énergie, donc agir sur votre motivation négativement. Mais à contrario aussi, si c'est présent dans la fonction, mais que ce n'est pas important pour vous, je prends un exemple, si dans la fonction, de fait, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de négociations, et vous dites, OK, moi, la négociation, ce n'est pas important pour moi, ben, ça va vous coûter de l'énergie. Donc, à la fin de la journée, globalement, ben, vous allez avoir votre capital énergie qui va être mangé par ces aspects qui vous coûtent de l'énergie. Donc, l'idée est de trouver un job grâce à ces questionnaires qui vous apportent le plus possible, les aspects qui vous apportent de l'énergie sont les plus nombreux et les aspects qui vous coûtent de l'énergie sont les moins nombreux. Ça veut dire qu'en fin de journée, vous allez avoir votre capital énergie qui sera sauvegardé. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire sur l'aspect des tests de personnalité et de motivation. Je retourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces différents tests de personnalité? Je vais revenir à l'écran. Voilà. Question de personnalité, motivation, questions? Ou questions dans le chat, Margot? Pas dans le chat. Moi, j'avais une question par rapport en entreprise de manière générale. Est-ce que tu as une idée du poids de chacun de ces tests? Est-ce qu'on va plus baser sa décision sur les tests de raisonnement ou ceux de personnalité? Qu'est-ce qui va peser le plus dans la balance entre les deux? En pratique, je ne sais pas si c'est quelque chose d'observable dans les entreprises, mais... Oui, alors tout dépend évidemment aussi le type de fonction, mais souvent, je dirais, les tests de raisonnement jouent beaucoup. Donc, on est très attentif aux tests de raisonnement pour avoir justement une idée de la manière dont la personne appréhende des problèmes complexes. Est-ce qu'elle l'appréhende de manière aisée, de manière rapide ou pas? Alors, ce qui ne veut pas dire non plus que quelqu'un, par exemple, qui est moins bon au niveau des tests de raisonnement ou plus lent, sera nécessairement une personne qui ne réussira pas dans sa fonction. Pourquoi?
parce que dans la vie réelle, tout ne se fait pas en 30 minutes non plus. Et donc, il y a des personnes, en fait, on sait, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour arriver à une solution, trouver une solution. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on est plus lent au niveau, ou moins bon au niveau de certains tests de raisonnement qu'on ne sera pas nécessairement bon dans la vie réelle. Donc, on est attentif à ça, mais on relativise aussi, et je dirais, on n'en fait pas non plus la Bible. C'est pas parce que quelqu'un a des tests un peu moins bons au niveau raisonnement qu'il ne peut pas avoir la fonction. Ensuite, donc, je vais 1 test de raisonnement, 2 tests de personnalité, 3 tests de motivation. Pourquoi? Parce que, alors, le raisonnement, en règle générale, on ne sera pas trop changé, ça, donc c'est pas trop se préparer. On peut voir, on peut faire des exercices avant, mais si vous n'êtes pas doué, je dirais, au niveau du verbal ou du numérique, vous n'allez pas pouvoir changer ça très facilement. La personnalité s'adapte, évolue, mais ne se change pas non plus du jour au lendemain. Donc, il y a une certaine permanence au niveau de la personnalité, même si elle n'est pas fixe. Elle évolue dans le temps. Et le dernier, c'est la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, le fait, c'est ce qui varie le plus. Même s'il y a des principes de base, on est tous et toutes plus motivés par certains aspects que d'autres, ça peut évoluer en fonction de l'environnement et en fonction du temps. Donc, 1, raisonnement, 2, personnalité, 3, motivation. Quand ils sont tous les 3 utilisés, les entreprises ne font pas, encore une fois, toutes des questionnaires de raisonnement avec des questionnaires de personnalité ou avec des questionnaires de motivation. Les motivations sont les moins courants. Donc, ce qui est plus courant, c'est personnalité et raisonnement. Ok, merci. Du coup, dans le chat, il y a 2 questions, même 3 questions qui sont apparues. Quelles sont les fonctions visées par ces tests en général? Non, désolée. C'était ma question, mais je l'ai reformulée ensuite. Donc, je vais poser ce reformulé. Oui, ma question était comment. Donc, j'imagine que pour 2 fonctions différentes, on fait 2 tests différentes. Donc, je me disais, c'était un peu dans la lignée de la question de Margot, mais comment on varie les tests par rapport aux fonctions visées? Désolée, Margot. Non, pas de souci. D'accord. Oui, très bonne question, Camilla. De fait, ici, les tests de raisonnement, on pourra choisir, on ne va pas adapter les tests de raisonnement par rapport à la fonction. On va choisir dans les tests de raisonnement ceux qui sont les plus pertinents. Et donc, par rapport à la fonction, on dira, tiens, je vais prendre le test de raisonnement abstrait, le test de raisonnement ou numérique et ou verbal. Alors, en règle générale, moi, j'aime pas utiliser les 3 parce que ça demande beaucoup de temps. Hein. Globalement, c'est chaque fois une demi-heure. Donc, voilà. Et j'essaie de sélectionner dans la fonction qu'est-ce qui est le plus utile. Je fais tout le temps l'abstrait parce que ça donne une idée quand même. C'est vrai que souvent, dans l'efficacité dans une fonction, et surtout dans les fonctions employées et cadres, c'est pouvoir, je dirais, à partir d'une situation X, pouvoir en déduire ce qui marche et l'appliquer à une situation Y. Donc ça, c'est, je dirais, assez intéressant au niveau prédictif. Donc l'abstrait, j'utilise et on l'utilise de manière générale souvent. Et puis, on choisit souvent entre le verbal ou le numérique, en disant, tiens, dans la fonction, qu'est-ce que la personne aura le plus besoin? Soit il va plutôt travailler des matières de type verbal, du texte, des présentations, etc., ou plutôt du matériel chiffré. Par contre, les tests de personnalité et de motivation, là, on ne les choisit pas. Il y a ces tests de personnalité globale et motivation générale. On ne choisit pas ça en fonction des postes pour lesquels on postule. Par contre, on verra dans l'assessment plus tard, dans les exercices de mise en situation, là, on les choisira en fonction des postes auxquels on postule. Okay. Donc, en résumé, on choisit dans les tests de raisonnement, l'un ou l'autre en fonction des dimensions qui sont plus présentes dans le job, pour soit avoir du verbal, du numérique ou de l'abstrait. Le personnalité et motivation, ça, c'est pour tous les postes. Il n'y a pas de choix. OK. Et la autre deuxième question? On continue? question, là, c'était quels sont les coûts des assessments en général pour une entreprise? Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que le coût pour les candidates est nul, sauf le temps
évidemment quelle personne y consacre, mais évidemment, les tests sont payés par les entreprises. Quel est le coût, je dirais, pour des tests? On est, en fonction du nombre, c'est quelques centaines d'euros. Entre 100 et 300 euros en fonction du nombre de tests et du rapport que l'on demande. Parce qu'évidemment, soit on a des résultats bruts, soit on a des systèmes experts qui déjà analysent un peu plus en détail et qui font des rapports plus étendus. Donc, en fonction du rapport que vous demandez, le prix sera plus important et ça variera globalement de 100 à 300 euros pour les tests. Pour les assessments, on le verra après, tout dépend évidemment du nombre d'interactions et du niveau d'assessment. Pourquoi du nombre? Parce que de fait, il y aura des interactions, soit de présentation, on verra juste après, de présentation, d'interaction commerciale, managériale, etc. Donc, ça, c'est le différent type d'interaction, le nombre. Et puis, si on a affaire à des fonctions de type management, top management, ça nécessitera aussi des consultants pour les interpréter avec une expérience plus importante et donc un coût plus important aussi en termes salarial et donc un coût pour le client plus important. On l'est globalement là entre, je dirais entre 1000 et 3000 euros. On peut avoir des effets de groupe aussi, enfin, des effets de groupe, des effets d'échelle. Hein, à partir du moment, c'est vrai, quand on s'appelle le CELOR ou les communautés européennes, ou etc., où on en fait des centaines, voire des milliers par an, évidemment, il y a aussi une négociation qui se passe. Mais globalement, je dirais de manière unitaire, pour vraiment un assessment complet, c'est-à-dire au moins d'une demi-journée à une journée, on est entre 1000, 1500, 2000 pour du management, 3000, 2500, 3000 pour des fonctions d'exécutif top management. Top, merci. OK. Bon. Alors, je propose qu'on continue. Le deuxième point, vous voyez de nouveau l'écran? Oui? Top, super. L'entretien structuré. Alors, l'entretien structuré, c'est un entretien complémentaire. Donc, souvent dans la procédure de recrutement, dans un premier temps, vous avez eu un entretien. On vous a demandé, tiens, qu'est-ce que vous voulez faire, vos études, ce qu'on appelle l'entretien plutôt biographique, avec certaines questions un peu plus pointues sur la manière dont vous voyez dans le futur, les réalisations, les projets auxquels vous avez participé, etc., etc. On appelle ça globalement un entretien de type biographique parce qu'on va mettre le focus sur votre histoire, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Ici, un entretien structuré, on va mettre l'accent sur les compétences. Et donc, ça va être un entretien où on va vous poser des questions qui vont, quelque part, vous mettre dans certaines situations où on va vous demander de vous remémorer certaines situations que vous avez vécues et où vous avez dû mettre en pratique certaines compétences. Alors, ça ressemble à quoi? C'est le classique modèle STAR que vous connaissez peut-être, qui est ultra connu. Que veut dire STAR? Veut dire, c'est un peu la logique quelque part du questionnement et de la réponse. Donc, l'idée, c'est, la question va souvent se poser avec différents aspects. Première chose, c'est la situation. Donc, dans quelle situation, quel était un peu le contexte dans lequel vous vous trouviez à un certain moment? Par exemple, pour une situation de conflit. Le recruteur essaie d'évaluer votre capacité à gérer les conflits ou votre attitude dans un conflit. Il va vous poser une question en disant, tiens, voilà, imaginez un petit peu un moment, une situation où vous avez dû gérer un conflit. Quelle était cette situation? Dans quel environnement? C'était où? C'était vous étiez jeune, moins jeune, c'était au professionnel, c'était dans des loisirs, etc. Donc, quelle était la situation? Le T pour quelle était la tâche. Donc, dans cette situation-là, vous étiez en train de faire quoi? Quel était l'objectif, le but et quelle était votre responsabilité? Donc,
j'étais de fait dans un camp scout et à un certain moment, un parent est intervenu, etc. Voilà. Donc, et quel était votre rôle? J'étais chef d'unité ou j'étais chef de ou cuisinier ou je ne sais pas. Action. Donc, connaissant la situation et votre rôle, la tâche qui vous était attribuée était, quand le parent est venu pour se plaindre, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Quelles initiatives vous avez prises? Donc ça, c'est l'action. Et puis le R, ok, vous avez entamé telle action, vous avez calmé le jeu, ou vous avez cadré les choses, ou vous avez, peu importe, l'action que vous avez prise. Tiens, ça a donné quoi comme résultat? Résultat positif, résultat négatif, tiens oui, ça a calmé, ou tiens non, ça a empiré les choses, ça a envenimé la situation. Donc voilà un peu l'approche STAR. Autre situation, autre exemple, donner un exemple dans laquelle vous deviez prendre une décision de manière autonome sans vous référer à votre supérieur. Situation, quelle était la situation, quand, pourquoi vous étiez dans cette situation-là, tâche, qu'est-ce qui était attendu de vous, quel était votre rôle, quel était votre niveau habituel de décision, action, quelle décision vous avez prise, comment avez-vous fait précisément, résultat, ou réaction, oui, résultat, qu'est-ce qui s'est passé, quel était votre put, qu'est-ce que vous avez réalisé, quel était le résultat. Donc voilà un petit peu le schéma de questionnement. Petit conseil par rapport à ça, c'est évidemment de pouvoir, souvent vous allez me dire, moi on pose une question sur une situation où j'ai vécu, où j'ai dû prendre une décision, où j'ai dû collaborer, où j'ai dû convaincre, où j'ai dû négocier. Je pense, en entretien, je suis un peu stressé, ça ne vient pas nécessairement spontanément. Très bien. Vous pouvez préparer aussi. Alors, prenez des histoires réelles, évidemment. Le but n'est pas d'aller inventer des situations non vécues, mais donc des situations que vous avez vécues. Vous pouvez préparer. Comment préparer? Vous allez voir simplement le job description ou l'annonce qui était publiée. Bon, le recruteur va mettre dans l'annonce les compétences dans le profil qui sont attendues. Donc, vous savez que vous avez beaucoup de chances d'avoir des questions orientées sur ce type de compétences, de collaboration, de persuasion, d'esprit d'équipe, de capacité de décision, d'organisation, etc., etc. Donc, vous pouvez, avant l'entretien, déjà réfléchir à des situations où vous avez été, avec lesquelles vous avez été confronté et la manière dont vous avez réagi. Ça vous diminuera aussi votre niveau de stress. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire sur les entretiens compétences. Mise en situation. Là, on parle plutôt des assessment centers. Bon, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme mise en situation? Donc, pour vous donner un peu le cadre, ça veut dire que vous allez là être confronté à ce qu'on appelle des études de cas. Études de cas où on va vous plonger dans une situation nouvelle où vous allez devoir résoudre des problèmes. Alors, ici, une des épreuves que l'on rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle l'in-basket ou le bac à courrier. Pourquoi on appelle ça bac à courrier? Parce que le principe de l'exercice, c'est qu'on vous donne accès à la boîte mail ou au bac à courrier de votre prédécesseur. On vous dit, voilà, vous prenez sa fonction, vous étudiez son bac à courrier, vous allez avoir toute une série d'informations. Et puis, on va vous donner une mission ou un problème à résoudre. Exemple, j'arrive dans une société X, peu importe, le contexte n'est pas important. Et puis, il y a un projet ici qui concerne la diversité dans l'entreprise. Donc, la personne qui s'occupait de ce projet est partie ou est malade, vous la remplacez. Voilà, vous avez accès à toute une série d'informations sur les chiffres de diversité dans l'entreprise, sur le marché, etc., les initiatives qui ont été prises, la direction qui attend certaines choses avec les objectifs, etc. Et on vous demande d'organiser ça. Voilà. Donc, ça, c'est le principe du bac à courrier. Toute une série d'informations sous forme de mail que vous découvrez. Et puis, on vous demande de faire une présentation, le plus souvent,
ou de rédiger un document, ou vous allez proposer une action, un projet. OK, c'est clair pour vous? Alors, quelques conseils. Et encore une fois, je les mettrai dans un post, donc vous ne devez pas tout, certainement pas tout noter. Vous aurez ça par écrit par la suite. Quelques conseils par rapport à ça, c'est le fait l'approche méthodique, c'est-à-dire d'abord bien lire les informations, plutôt de les lire en diagonale d'ailleurs, que de les lire vraiment de ligne par ligne, parce que souvent il y a trop d'informations. Et donc, si vous passez, en général, vous avez 1 heure à 1 heure et demie pour préparer le cas et préparer votre présentation et votre plan d'action. Si vous commencez à lire toutes les informations en détail, vous n'allez pas y arriver. Donc, lisez d'abord en diagonale, faites-vous une idée globale, et puis en fonction des objectifs, voyez les documents dans lesquels vous devez aller un peu plus en profondeur. Regardez évidemment ce qui est attendu de vous, quel est votre rôle, quel est l'objectif, parce qu'évidemment, plus vous êtes proche de l'objectif, ne vous trompez pas de rôle, ne vous trompez pas de mission non plus, n'allez pas répondre à des questions qui ne sont pas posées. Trier les informations, ne pas tirer de conclusions trop hâtives, surtout à la fin, même si vous n'avez pas toutes les informations, positionnez-vous. Prenez une position tout en disant, voilà, c'est une position que je prends après une étude rapide de la situation, mais ne venez pas en disant, oui, mais j'ai pas eu le temps, suffisamment de temps, il faudrait plus, il faudrait que je téléphone, etc. Non, c'est pas possible. N'oubliez pas que votre capacité à organiser là sera évaluée. Donc, dites avec toutes les précautions d'usage, tenant compte du peu de temps que j'ai eu, etc. Voilà, avec ma connaissance actuelle des choses, ce que je propose. Et puis, en gestion de projet, quand vous proposez un plan d'action, proposez évidemment, dites, OK, voilà, qui va faire quoi, pour quand? Tiens, je vais prendre ça en charge, je vais demander à telle autre personne de prendre ça en charge, et voilà un petit peu l'idée du planning et pour quand je vois les choses s'inscrire dans le temps. N'oubliez pas les aspects, bien sûr, d'organisation de type opérationnel, mais aussi les aspects relationnels et humains. Soit vous l'avez de manière individuelle, cet exercice, c'est-à-dire que vous allez être devant votre écran et toute seule à le rédiger, soit vous avez aussi des exercices de groupe. C'est un peu le même principe, sauf que tout le monde a la même information, tout le monde parcourt l'information et puis vous avez la possibilité de discuter avec d'autres. C'est souvent ce que vous allez rencontrer en début de carrière. Les exercices individuels, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà quelques années d'expérience. Mais souvent, en sortant des études, on se retrouve dans une situation de mise en situation en groupe. Donc, voilà, vous découvrez les informations ensemble. Ici, vous l'avez en présentiel, mais maintenant, évidemment, vu le contexte, ça se fait aussi via Teams. Donc, soyez attentifs aussi aux différentes informations. Soyez aussi force de proposition. Donc, n'hésitez pas à venir avec des idées, même si vous pensez qu'elles ne sont pas nécessairement pertinentes. Si vous pensez qu'elles sont intéressantes, communiquez-les. Respectez évidemment les autres. La petite astuce, et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens se disent, oui, mais je dois prendre le lead sur la conversation, je dois prendre le lead sur le groupe, je dois être un meneur, etc. C'est rarement une bonne solution, surtout si vous vous mettez dans une position qui est très égocentrée, vous ne parlez que de vous, votre idée. Il n'y a que votre idée qui compte. Dans les entreprises et les organisations, c'est souvent du travail d'équipe. Et donc, votre capacité à écouter aussi l'avis des autres, à intégrer l'avis des autres sera important. Donc, ne cherchez pas à tout prix à prendre le lead sur la discussion, mais essayez de faire participer chacun et essayez d'être une partie de la solution, de faire avancer, comme on dit, le public, plutôt que de vous mettre vous-même en évidence. Alors, vous allez devoir aussi, une fois que vous avez fait votre plan, le présenter. Alors ici, il y a un flip chart, le classique, mais souvent, ça se fera aujourd'hui avec un PowerPoint. Et donc, après 1 heure, 1 heure et demie de préparation, vous allez devoir présenter votre plan d'action. Donc, voilà, là, c'est plutôt une technique de présentation. Quelques conseils. Annoncez bien votre agenda, quel est le programme, quel est votre objectif. Structurer votre présentation, c'est un grand classique, mais ne l'oubliez pas. Une introduction, et puis un développement, et puis une conclusion. Faites une analyse de l'actuel
Hein, c'est la situation actuelle, la situation future, telle que vous l'imaginez, future. Faites un plan d'action précis, qui, quoi, quand. Et puis, communiquez aussi sur des aspects de comment vous allez collaborer, comment vous allez inciter les autres à agir. Et, si possible, ça c'est un peu le nec plus ultra, essayez de donner un sens à tout ça. En quoi est-ce que mon plan contribue par rapport à la mission de l'entreprise, par rapport au projet? Pourquoi est-ce que je vous propose ça et pourquoi est-ce que je souhaiterais que vous puissiez participer et accepter ma proposition? Oui, je mets le but est de convaincre, pas d'expliquer. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à expliquer. On rentre dans toute une série de détails. Ce qui est attendu ici de vous, c'est que vous arriviez à convaincre votre interlocuteur, donc la consultante, qui joue le rôle souvent de votre manager fictif, vraiment de le convaincre que votre approche est la bonne. Donc, argumenter aussi, pas simplement expliquer, argumenter, et dans le but d'avoir de l'impact et de faire passer vos idées. Gardez le contact avec votre interlocuteur, communication verbale, non verbale, bien évidemment, et aussi soyez attentif au temps imparti. Voilà. Donc là, c'est une première partie, je dirais, qu'on appelle analyse et présentation. Analyse d'un cas, une étude de cas, et présentation d'un plan d'action. Il y a un deuxième type d'interaction qui sont des interactions, plus on va mettre l'accent sur le relationnel. On va appeler ça des jeux de rôle. Alors, il y a différents types de jeux de rôle. Soit vous occupez une fonction avec une gestion d'hommes, une gestion d'équipe, de collaborateurs, collaboratrices, ou gestion de projets où il y a des hommes, soit vous occupez un autre rôle qui peut être un rôle, par exemple, commercial. Donc, il y a des jeux de rôle de type management ou des jeux de rôle de type commercial. Alors, quand vous allez sortir de l'université, en général, on ne vous fait pas de passer de jeu de rôle en management, parce que souvent, vous n'avez pas de management. Certaines entreprises veulent voir quand même quel est un peu votre potentiel. Donc, vous pourriez le rencontrer, mais ce n'est pas ultra courant. Par contre, après 1 an, 2 ans d'expérience, vous aurez pu vous prouver comme spécialiste, comme expert, et que vous voulez évoluer dans un rôle de gestion de collaborateurs. À ce moment-là, vous pourriez rencontrer ce genre de jeu de rôle. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'est moins pertinent par rapport à votre situation. Le jeu de rôle commercial, si vous postulez pour un rôle commercial, ben, clairement, vous n'allez pas à ce moment-là jouer le rôle d'un manager qui doit motiver son équipe par rapport à l'objectif, mais vous allez vous retrouver face à un client. On va vous demander de comment rencontrer un client, d'évaluer ses besoins, de répondre à ses besoins. J'aime pas le terme vendre, même si vendre, voilà, il faut vendre aussi une solution ou un produit, mais en fonction de ses besoins. Le conseil là que je peux vous donner, c'est justement de ne pas vous mettre dans une position de vendeur et certainement pas de tapis, mais de bien, avant de proposer une solution, d'évaluer quels sont les besoins et les attentes de votre client. Voilà, on va terminer en rappelant peut-être quelques conseils par rapport à l'Assessment Center et avant de répondre à vos questions. Un Assessment Center, comme je vous l'ai montré au début, hein, avec l'image des différents animaux qui avaient chacun leurs forces et faiblesses, un assessment est fait en fonction d'un job. Et donc, renseignez-vous sur l'entreprise, mais aussi sur le job, sur les défis du job et les compétences donc, qui seront ciblées. Soyez ponctuels, évidemment. Soyez attentifs au temps. Le temps passe vite quand vous répondez à des questionnaires ou que vous préparez un plan d'action ou vous préparez un entretien. Donc, ayez toujours un œil sur le timer pour ne pas vous faire piéger et être pris de court. Il n'y a pas souvent, sauf dans les tests de raisonnement, de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, soyez vous-même, ne cherchez pas à donner une image différente, c'est contre-productif. Mais, je dirais, venez avec une attitude vraiment la plus positive possible et montrez aussi que ben, vous avez confiance dans vos propositions, confiance en vous. Donnez le maximum. C'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie aussi. C'est en général une demi-journée à une journée. Quand c'est un assessment center, les tests, ça se fait souvent chez vous. Là, on est entre
30 minutes et 1 heure, mais pour l'Assessment Center, c'est une demi-journée. Souvent pour des début de carrière, plus tard, ce sera une journée. Et donc, donner le maximum et très important aussi de rester concentré sur les différents exercices. Le stress, il est inhérent évidemment à ce type de situation. Encore une fois, vous pouvez réduire en faisant ce qu'on a fait, c'est-à-dire en regardant quelles sont un peu les règles du jeu. Et aussi en vous disant que voilà, soyez vous-même. Ce qui est important ici, c'est d'être voilà, bien dans votre peau et de donner l'image de ce que vous êtes naturellement, parce que c'est ce qui est le meilleur au niveau prédictif par rapport à la réussite dans un job. Ça ne sert à rien de vous faire passer, encore une fois, pour quelqu'un d'autre ou de vous surestimer. Voilà, si vous avez... Alors, il y a des plateformes aussi qui vous aident. On a fait quelques exercices tantôt sur les tests de raisonnement. Souvent, ça s'appelle avec Noir. Donc, il y a des plateformes. Le Sailor le fait, je sais. Hudson, si vous allez sur le site, vous allez aussi pouvoir trouver sur le site des exercices où vous pouvez, de fait, des exemples, vous pouvez vous préparer. Le meilleur conseil que je peux encore vous donner quand vous avez une journée, vous êtes invité pour un assessment, etc., c'est autant que faire se peut de pas commencer à lire plein de choses. Non, c'est pas un examen qui se prépare. Encore une fois, c'est vous-même. Donc, reposez-vous et une bonne nuit de sommeil est encore le meilleur conseil que je peux vous donner à la dernière minute. Voilà. Bon, on a eu pas mal de choses. Je voulais vraiment couvrir tous les aspects de cette phase-là de test après l'entretien. Donc, de fait, c'est réservé souvent à quelques candidats, c'est pas à tous les candidats. Donc, ça veut dire déjà, point positif, c'est que vous êtes déjà vous-même plus loin dans la procédure. Et je voulais aussi vous donner un aperçu sur soit les tests, soit l'entretien de type donc orienté compétences, soit les épreuves de mise en situation que vous pourriez rencontrer. Voilà, je ne sais pas si vous avez par rapport à ça d'autres questions sur que vous vous posez par rapport aux tests ou par rapport aux assessments. Vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez dans le chat, faites comme vous le souhaitez. Moi, je me demandais quel est le délai d'attente entre les tests ou les assessments qu'on a passés et l'obtention des résultats? Alors ça, c'est très variable. Souvent, je dirais quand c'est les tests, le recruteur a les résultats directement, parce que la plateforme analyse ça en temps réel. Et donc, le recruteur a les tests, les résultats directement. Quand il s'agit d'un assessment où il y a souvent des observateurs, un consultant, voire 2 consultants, ils doivent débriefer. Donc, en règle générale, il faut qu'ils puissent débriefer, puis faire la synthèse, écrire le rapport. En général, ça prend quelques jours. Et donc, je dirais qu'à partir du moment où vous faites un assessment dans la semaine, l'entreprise a les résultats. C'est vrai que je n'ai pas précisé que l'assessment ne s'organisait pas par l'entreprise elle-même. L'entreprise sous-traite ça à des cabinets spécialisés. Donc, en déant la semaine, le cabinet a transmis à l'entreprise les résultats de l'assessment. Alors, deuxième... Et les tests, c'est en temps réel quasi, donc c'est quelques heures. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux attendre que le recruteur nous les transmette ou est-ce qu'il vaut mieux le relancer pour montrer notre intérêt et et obtenir les résultats? Oui, alors, point très important, oui, justement, c'est intéressant de pouvoir demander d'avoir un feedback par rapport aux tests et par rapport aux assessments. A priori, c'est un droit d'abord que les candidats ont d'avoir un retour sur leurs résultats, premièrement.
toutes les entreprises ne le font pas. Donc, si voilà, l'entreprise a perdu ça, le recruteur a perdu ça de vue, n'hésitez pas à revenir vers elle, vers lui, pour lui demander le résultat. Mais ne le faites pas, je dirais, directement. Attendez une semaine. Je ferai dans la deuxième semaine. Donc, pas la semaine qui suit les résultats, mais la semaine suivante. En disant, tiens, ça fait une semaine que j'ai passé les tests, je voulais voir si vous avez déjà eu les résultats. Et vous pourriez déjà peut-être me donner un premier débrief. Alors, soit le recruteur va le faire spontanément, soit il va vous dire qu'il le fera, mais à la fin de la procédure. Ça dépend. Certains recruteurs attendent que la procédure soit terminée, que la personne le finaliste soit engagé pour donner un feedback aux différents candidats. Ok. Merci. Mais encore une fois, je vous invite de fait à, en amont, je dirais, presque à demander au recruteur, tiens, l'assessment va porter sur quel type de compétences? Donc avant, hein, en principe, les bons recruteurs le font, hein, vous informent sur les compétences qui vont être évaluées, sur les exercices que vous allez passer, comment ça va se passer, etc. Vous avez toute une série d'informations avant. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à l'appeler en disant, tiens, quel type vous pouvez peut-être m'en dire un petit peu plus sur les épreuves, sur les compétences sur lesquelles vous allez vous focaliser. Donc avant. Et après, certainement, demander des briefings aussi, s'ils n'y pensent pas. Parce que c'est toujours intéressant, évidemment, de savoir quelle image est-ce que vous donnez au travers des différents exercices, pour aussi peut-être encore mieux les faire ou avoir un feedback sur votre propre style, c'est toujours utile pour savoir les compétences sur lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez développer, ou peut-être aussi par rapport aux autres assessments, peut-être les appréhender différemment. Merci. De rien, avec plaisir. Ah, je vois une main levée. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. La première question, lors de l'assessment, il y a combien de consultants qui vont nous évaluer? Alors, quand on parle merci pour la question, c'est important de fait. On parle ici donc d'assessment avec des mises en situation. Hein. Si c'est des tests, il n'y a personne, c'est vous qui remplissez les tests sur votre ordinateur. Si c'est des interactions comme des plans, présentation d'un plan d'action ou un jeu de rôle, ça dépend si vous le faites seul ou si vous le faites en groupe. Si vous le faites seul, en général, il y aura un, voire deux consultants au maximum. Pourquoi? Parce que, notamment sur le jeu de rôle, il y aura un des consultants qui va en fait jouer soit votre collaborateur si vous êtes dans un jeu de rôle de management, soit qui va jouer le client si vous êtes dans un jeu de rôle commercial. Donc, il y a un consultant qui va jouer votre sparring partner. Et puis, il y en a un deuxième qui va observer l'interaction. Voilà. Donc, un ou deux maximum. Si vous êtes en situation de groupe, ou le fait où il y a, par exemple, 10 personnes, 10 candidats qui participent, à ce moment-là, vous pouvez avoir plus de consultants parce que simplement, il faut pouvoir observer 10 personnes. Et en règle générale, vous avez un consultant pour deux candidats présents. Et ça, c'est en situation de groupe. Exactement. Merci. Et ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord avec le rapport fourni pour l'assessment? Si vous n'êtes pas d'accord avec le rapport, il faut le dire. Il faut le dire et de fait discuter à ce moment-là avec le recruteur en disant tiens voilà par rapport à vos conclusions sur telle ou telle dimension, tiens moi je me voyais différemment, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça peut, pourquoi pas, ça peut être très intéressant aussi de le confronter. Donc il faut en discuter dans un sens constructif en disant tiens moi, j'ai une vision de moi différente. Alors, il se pourrait que vous ayez raison. Il se pourrait aussi que vous n'ayez pas raison. Donc, tiens, vous fassiez une certaine image, vous ayez une certaine image de vous qui ne correspond pas à la réalité. Ça peut arriver. Il se pourrait aussi qu'il y ait des éléments d'ordre, un peu contextuel, d'environnement. Il se pourrait que le jour où vous avez fait ça, vous avez pris une certaine posture, par exemple, qui n'était pas nécessairement la bonne. Mais il faut le dire.
Par exemple, si vous jouez à un jeu de rôle et que de management et où vous êtes venu de manière très directive, très assertive, voire très agressive, parce que vous vous êtes dit à ce moment-là, tiens, ben, je dois être, ou un bon manager doit être directif, un bon manager doit être cassant, bon, je ne sais pas. Par exemple, vous avez pris cette posture-là, bon, le consultant va pouvoir vous dire, oui, mais écoutez, dans notre style d'entreprise, dans notre culture d'entreprise, ce n'est pas vraiment le style que nous recherchons au niveau management. Bon, c'est intéressant à savoir. Si vous avez pris ce jeu, si vous avez joué ce jeu-là et surjoué quelque part sur une dimension en croyant que c'est ça qui était attendu, encore une fois, c'est le piège dans lequel je vous conseille de ne pas tomber tantôt. En disant, tiens, je vais surjouer, je vais être plus proactif que je ne le suis, je vais être plus assertif que je ne le suis, je vais être plus directif que je ne le suis. Si vous avez un style, simplement agissez en fonction de votre style. Certains se disent, oui, moi on me dit que je suis trop gentil, donc je dois être plus carré. Ou on me dit que je suis trop froid, je dois être plus... C'est très difficile à gérer et dans le cadre d'un assessment, ça va souvent se voir. Donc, le conseil, encore une fois, que je vous donne, soyez vous-même. C'est banal, mais c'est vrai. Soyez vous-même. Vous avez tout à gagner à être vous-même. Si l'entreprise cherche quelqu'un de directif, de cassant dans leur culture d'entreprise et que vous ne l'êtes pas, ça ne sert à rien de le passer. Vous n'êtes pas de passer comme tel, ou de vous faire passer comme tel. Vous n'allez pas être heureux, ça dedans. Non plus. Donc, en résumé, si vous n'êtes pas d'accord, parlez-en, communiquez-en avec ouverture, en disant tiens, c'est bizarre, je n'ai pas la même impression, ou en essayant d'expliquer que vous avez adopté une certaine posture, mais qu'en fait, ce n'était pas nécessairement vous. Merci Jean-Luc. Du coup, dans le chat, on a d'abord eu une question de Jules, et puis je vois qu'il y a aussi une main levée, donc peut-être d'abord la question. Ouais. Dans une situation où tu es avec 10 autres personnes dans la pièce, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on essaie tous de prendre la parole? Est-ce qu'on essaie de se faire remarquer? Voilà, quel est ton avis sur la question? Ouais. Comme je le disais tantôt, souvent ce qu'on voit, c'est que certains essaient de prendre le lead et de dire, OK, je veux organiser les choses, commence à se lever en disant, bon, voilà, alors je propose que, etc. C'est pas nécessairement la meilleure manière d'agir, surtout si vous ne tenez pas compte des autres. Donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de donner votre point de vue, d'écouter les autres et peut-être de faire avancer la discussion en essayant plutôt de poser des questions, de faire appel aux autres pour en fait avancer tous ensemble vers une solution. Et donc, vous-même, de contribuer, d'être proactif dans l'avancement de la recherche de solutions, mais en essayant aussi justement, d'impliquer tout le monde, de poser des questions, d'écouter aussi ce que les autres disent. Vous avez votre point de vue, mais les autres l'ont aussi. Peut-être que les autres ont un meilleur point de vue que vous. C'est pas, je dirais, c'est même très positif. Si à un certain moment, dans l'exercice, par exemple, vous disiez, moi, je pensais que c'était la bonne solution, mais à t'écouter, je pense qu'on devrait plutôt prendre cette voie-là parce que je pense qu'elle est plus pertinente. Ça, c'est un bon exemple d'ouverture aux autres et le fait d'impliquer les autres aussi dans la recherche de solutions. Donc, pas de comportement de type contre-productif de prendre le leadership, etc., mais contribuer à la recherche d'une solution en posant des questions, en intégrant, en écoutant et en faisant avancer la discussion. Les personnes qui font avancer la discussion, qui contribuent positivement à la recherche d'une solution sont mieux scorées et sont plus recherchées par les entreprises que des gens qui vont absolument vouloir prendre le crachoir, se lever, aller au tableau et tout faire par eux-mêmes. D'ailleurs, attention, parce que souvent l'équipe n'est pas dupe, l'équipe va aussi peut-être parfois pirater ce type de personnes ou simplement s'opposer en disant écoute, qui es-tu toi pour commencer à prendre le lead comme ça? Nous, on a aussi envie de participer.
Super. Et du coup, il y a aussi Yannick qui avait une question. Yannick, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, merci. Bonsoir. Bonjour, bonsoir Yannick. Merci. En fait, c'était pour rebondir par rapport à la question tout à l'heure sur le fait de dire son mécontentement à la fin de la décision, en fait. Du coup, je souhaitais savoir, est-ce que vraiment, est-ce que dire cela, dire qu'on n'est pas d'accord peut arriver à ce que les choses changent? Et si oui, est-ce que vous avez déjà vécu une scène pareille? Alors, une candidate qui dit, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse, votre vision des choses. Est-ce que ça change? Je ne pense pas. Non. D'expérience, ça ne changera pas la décision et le fond du rapport. Simplement, ça va éclairer. Alors, soit comme je disais, vous avez une perception différente de ce que l'évaluateur, le consultant a eu. Et c'est important aussi de pouvoir échanger avec lui, tout ça, que pour en prendre connaissance. Maintenant, l'évaluateur, le consultant n'est pas non plus, je dirais, en position où c'est lui qui a la science infuse. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une analyse, communiquez-le. Comme je le disais. Maintenant, est-ce que ça va changer? Ça peut, je dirais, influencer. Ça peut, en tout cas, mettre aussi un peu le contexte, comme je vous le disais. Si à un certain moment, on vous dit, tiens, oui, mais là, dans la vie réelle, je ne suis pas comme ça. J'ai plutôt joué un rôle où j'étais. Ça peut avoir un impact, mais ça ne va pas changer une décision. Si une décision, par exemple, est de dire, écoutez, non, vous n'êtes pas le profil que l'on recherche. En tout cas, on n'a pas observé dans les interactions vraiment ce qu'on attend de la personne pour ce rôle. Ça ne va pas changer de fond en comble. Non. Merci. Donc, d'où l'importance, encore une fois, d'être vous-même. Et puis, si le résultat est négatif, encore une fois, c'est pas nécessairement négatif sur toute la ligne, c'est simplement que l'adéquation de vos compétences actuelles par rapport au poste et aux attentes de l'entreprise n'est pas optimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les compétences, vous devez encore les développer, c'est bon à savoir, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas encore nécessairement mûr ou vous n'avez pas encore les compétences directement disponibles par rapport au niveau attendu par l'entreprise. Autant savoir, parce que encore une fois, si vous allez, supposons que vous soyez engagé, vous passez au travers de tout, ça veut dire que dans la réalité, ça va se voir aussi. Donc, vous n'allez pas nécessairement être très confortable, voire ça ne va pas être une expérience réussie. Donc, autant le savoir pour soit continuer à développer vos compétences, d'où l'importance du débriefing en disant, tiens, ok, j'ai compris ça, je peux travailler encore là-dessus, ok, pour me développer. Soit ça veut dire que l'adéquation par rapport à ce poste-là n'était pas optimale, mais c'est peut-être aussi une information pour vous qui peut être intéressante, OK, mon profil aujourd'hui est moins adapté par rapport à ce type de fonction, mais peut-être ou ce type d'environnement, je dois peut-être m'orienter vers un autre type de rôle ou un autre type d'environnement. Exemple, en termes d'environnement, si vous postulez pour un environnement, je dirais, ultra compétitif, où voilà, il faut se battre tous les jours pour grappiller des parts de chiffre d'affaires aux concurrents, etc., et que vous n'avez pas cette nature-là, mais vous postulez pour ce poste parce que, voilà, pour une raison X, Y, et qu'on vous dit, écoutez, non, vous n'avez pas vraiment le profil, autant le savoir, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas, par exemple, obtenir ce rôle-là, mais dans un autre environnement, un autre type d'environnement qui est peut-être moins compétitif, plus collaboratif, où vous vous sentirez aussi plus à l'aise. Donc, c'est pas vous, encore une fois, il ne faut pas le prendre trop personnellement en disant je suis pas bon, je suis pas bonne. Non, c'est ici, sur base de l'assessment, le fit, l'adéquation en français entre les compétences telles qu'elles sont aujourd'hui, les compétences aujourd'hui telles que je les ai développées et la fonction, les attentes de la fonction, cette adéquation n'est pas optimale. J'avais une petite question à poser par rapport, parlant toujours de l'exercice des 10 personnes, est-ce que les candidats qui sont un peu timides, ce n'est pas désavantageux pour eux? Il y a par exemple
certains candidats qui ne souhaitent pas parler en groupe, mais ils sont compétents. Alors, trop réservés, est-ce que ce n'est pas un désavantage pour eux? Alors, si, clairement. Parce que les consultants vont pouvoir, enfin, les observateurs vont regarder ce que les gens expriment. Si une personne dans le groupe n'exprime rien, pense qu'il a de bonnes idées, etc., mais qui ne les exprime pas, sous une forme ou sous une autre, l'observateur va pas pouvoir évaluer. Donc, ça veut dire qu'il va être plutôt attentif à ce que d'autres vont exprimer. Donc, exprimez-vous, respectez votre personnalité. Encore une fois, vous êtes plus introverti, etc. Ça n'empêche que dans le courant de l'exercice, si ça dure 15, 20 minutes, peut-être parfois une demi-heure d'interaction, vous aurez bien à certains moments l'occasion de lever la main, de dire « Ok, écoutez-moi, je voudrais quand même donner mon point de vue, etc. » Donc, oui, exprimez-le. Ce qui n'est pas exprimé ne pourra pas être évidemment pris en considération. Ça ne veut pas dire que vous devez tenir le crachoir tout le temps, ça ne veut pas dire que vous devez ne pas être vous-même, mais exprimer ce que vous pensez avec vos mots, avec votre style. Parce qu'il n'y a pas dans ces exercices, comme je le disais, de bonnes et de mauvaises solutions. Donc, a priori, toutes les idées sont bonnes. C'est comme dans la vie, pour résoudre un problème, il y a parfois des idées comme ça qui viennent spontanément. On dit, tiens, ça, ouais, c'est une bonne idée. Parfois, la solution, elle n'est pas toute trouvée. C'est parfois une idée peut-être un peu moins évidente qui est la bonne et qui aide à faire avancer. Donc, il ne faut pas nécessairement venir avec la solution, il faut venir avec une idée, une pensée qui fait avancer la discussion. Ouais. Quand tu dis que ces tests-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comment ça se fait que du coup, quand on passe par exemple un test de gestion de dossier pour le seller, alors est-ce que du coup c'est le seller qui met en place cette cotation, mais on se retrouve avec une note sur 50 qui du coup nous permet d'accéder ou d'être recalé? Oui. Alors, je ne sais pas de quelle épreuve tu peux parler. C'est vrai que j'ai parlé tantôt des questionnaires de raisonnement. À côté des questionnaires de raisonnement, c'est moins courant, mais on peut les rencontrer. On a aussi des questionnaires, je dirais, d'aptitude. Par exemple, aptitude administrative, aptitude de contrôle de dossier ou aptitude, un tout petit mot tantôt, spatial ou voilà. Donc ça, ce sont des questionnaires avec des situations où tu vas devoir choisir telle ou telle réponse en fonction. Et là, il y a des bonnes réponses. Okay. Des réponses qui sont meilleures que d'autres. Parce que c'est le fait, de toute façon, je ne vois pas comment il pourrait arriver à avoir une cotation si quelque part il n'y a pas de bonne réponse. Ouais. C'est parce qu'au début du test, il est mis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais au final, si, puisque... Alors, il se pourrait qu'il n'y ait pas une bonne réponse, mais peut-être des réponses plus adaptées que d'autres et où il pourrait, je ne sais pas, je ne connais pas, il faudrait regarder l'épreuve, mais où globalement, ils disent, tiens, ok, cette réponse-là, elle est plutôt bonne, donc on la pondère avec 1 point, celle-là, on la pondère avec 2 points, avec 3 points. Ça, c'est aussi possible. Donc, ce qu'ils veulent peut-être dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, mais il y a des réponses qui sont plus pertinentes que d'autres, ce qui leur permet d'arriver à une cotation finale. Parfait. Avec plaisir. Merci pour votre attention. Celles et ceux qui sont restés encore après l'heure prévue. J'espère que ça vous a apporté un peu de valeur et d'informations sur les tests et les assessments et que ça vous permettra de mieux vous préparer et donc de mieux réussir aussi les prochains tests ou assessments que vous allez rencontrer. Voilà. Merci à vous encore une fois. On se donne rendez-vous mardi prochain pour celles et ceux qui veulent avec le dernier atelier de notre série de 5. Ici, on a parlé des tests. On va parler, lors de ce dernier atelier,
de l'intégration. Donc, comment réussir son intégration, surtout en période Covid, quand on démarre, à ce moment-là, vous avez le job, vous démarrez, comment bien réussir, quoi être attentif pour bien réussir son intégration. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bonne seconde partie de soirée. Et puis, vous allez retrouver donc le replay dans les tout prochains jours. Et je vais aussi faire une synthèse, comme on l'a fait pour les autres ateliers, une synthèse sous forme de post et d'articles dans les prochains jours. Donc, soyez attentifs à votre email ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci à l'équipe aussi. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.